Alors aujourd'hui, on va parler de la musique quantifiée et pourquoi ça peut poser problème. Et ça pose problème au final depuis près de 20 ans maintenant dans le rock. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, eh bien un sujet qui m'est un peu tombé dessus comme ça. Et en fait c'est quelque chose dont je parle un petit peu comme ça avec pas mal d'artistes et qui en fait aujourd'hui a fait un peu sens pour moi et dont je voulais forcément vous parler. Alors, c'est vraiment de parler de ce souci aujourd'hui de la musique un peu quantifiée, voilà, de tous les groupes qui sortent où la musique, et je parle notamment dans le rock, la pop, où tout est un peu trop propre et au final, je pense que ça nuit plus à la musique, ça nuit plus aux artistes aujourd'hui que par le passé, parce que je pense que le consommateur, l'auditeur en a un petit peu marre, et donc je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement. Alors en fait c'est venu de deux trucs. Le premier ça a été que eh bien, j'ai enfin terminé cette semaine la formation sur la production des batteries, et donc il y a notamment une capsule que j'ai développée où je parle de comment recaler des batteries qui sont pas super bien jouées, et donc je montre une technique notamment pour pouvoir, eh bien, quelque part, à un batteur qui ne sait pas très bien jouer, eh bien, le faire rejouer sur un clic. Et en fait, en réécoutant donc la batterie qui était recalée, alors forcément là j'ai vraiment pris un exemple d'un batteur qui jouait vraiment pas bien, que j'ai enregistré il y a très longtemps, et donc forcément le fait d'être recalé, ça c'est quand même un peu mieux, hein, pour le coup là c'est un peu mieux, mais aussi le fait que, eh bien en fait, parce que c'était un batteur qui avait vraiment un niveau très bas, et donc il n'y avait pas de groove, il n'y avait pas de shuffle, il n'y avait pas de ghost note, voilà, il n'y avait pas tous ces petits trucs. Et je me suis dit en fait, tiens, vraiment aujourd'hui, de faire rejouer à la grille, c'est super simple dans Cubase, voilà, je montre la technique, comment faire rejouer un batteur ou un guitariste qui n'est pas super en place, le faire rejouer en place, et donc je me dis, waouh, c'est génial. Et puis, ça a fait tilt dans ma tête en me disant, mais ouais, mais putain, si c'est aussi facile au final, eh bien ça m'étonne pas qu'aujourd'hui, tout soit un peu lissé, tout soit un peu trop propre sur lui, et notamment le rock, c'est pas ça à la base, quoi. Le rock à la base, c'est de l'énergie, c'est de la personnalité, et je pense que dès l'instant où on se remet à recaler l'ensemble d'un musicien, eh bien en fait, on n'a plus vraiment de personnalité du musicien. Moi, je le vois, quand je fais des sessions batterie, ici notamment avec Keuge, il peut m'arriver de recaler un coup de caisse claire qui est un peu trop devant ou un petit peu trop derrière, mais dans l'ensemble, voilà, je dirais, c'est un accident, la prise est bonne, et bien bam, je vais juste recaler un coup et on n'en parle plus. Mais là, je parle vraiment de faire en sorte que Cubase recale absolument tous les coups, parce qu'il n'y a pas un coup qui est vraiment dedans. Et je pense qu'on a eu un problème il y a plus de 20 ans, quand le rock des années 90 est quelque part passé au rock des années 2000, et où pendant ces années 90, il y a eu une énorme influence de la musique électro, ok, et tu vois, tout ce qui était musique électro, dance music, et aussi de la musique urbaine. Et je pense que il y a eu des groupes dans les années 90 qui ont suivi, je dirais, c'est notamment la musique urbaine. Je pense à des groupes comme Korn, voilà, je pense à des groupes comme Faith No More, je pense à tous ces groupes un peu de fusion qui ont commencé à mélanger plein de styles de musique et qui, quelque part, ont créé ce style qui peut aller, je dirais, du rock au néo-metal, mais on a eu quelque chose qui était vraiment différent par rapport aux années 80, et on a commencé à avoir ce brassage, ce fort mélange de musique. Mais il ne faut pas oublier que pendant toutes ces années 90, on avait des musiciens, voilà, on avait des musiciens qui n'hésitaient pas à mettre leur personnalité en avant, même si, eh bien, la réalisation technique n'était pas optimum. Je pense à Korn, je pense aux 2 premiers albums de Korn. Écoutez, la batterie de David Silveira est pas ultra en place, mais sincèrement,
c'est ce qui fait que Korn sonne à mon goût, et Ray Luzier, le batteur de Korn depuis maintenant 15 ans, est un excellent batteur. Mais pour moi, Korn, ça n'est plus exactement Korn parce que il n'y a pas ce groove casse-gueule qu'avait David Silveira au moment de ses 2 premiers albums de Korn, qui sont absolument fantastiques. Et puis, j'en parlais encore avec mon prof de piano, qui venait d'aller voir Lenny Kravitz à Bercy, et donc on parlait de ces titres de Lenny Kravitz, et Lenny Kravitz a fait des titres mais absolument grandioses, et en fait c'était lui qui faisait quasiment tous les instruments. Et en fait, quand vous écoutez les titres de Kravitz, un des points, j'irais, marquants marquant de sa musique, c'est que c'est lui qui fait les batteries. Et quand vous écoutez les batteries des titres de Kravitz, c'est toujours le même type de batterie, et c'est très shtak poum, quoi. C'est très basique. Et quand vous écoutez les fills, waouh, putain, il y en a qui sont touchy, quoi. Et malgré tout, eh bien, c'est ce qui donne la patte, la couleur, excusez-moi. Allez, hop. Allez, sors. Sors. Voilà. Excusez-moi, il y avait une petite abeille qui était rentrée dans le studio. Et donc, voilà, donc Kravitz, c'est vraiment ce truc qui est marquant. En fait, quand on écoute vraiment en tant que musicien, on se dit « Waouh, are you gonna go my way ?» Les fils, tatin, 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 tatin. C'est pas rendez-vous au tas de sable, mais c'est quand même pas loin. Et dans Korn, il y avait la même chose. Alors, dans ces années 90, on avait des groupes aussi qui ont mis la barre super haute. Je pense à Faith No More, qui a été vraiment le groupe de fusion qui a montré la voie. La basse qui est collée au kick de Mike Bordin, voilà, et Mike Bordin avait cette capacité a toujours cette capacité de groover et d'avoir vraiment ce groove unique. Et d'ailleurs, Mike Bordin a remplacé David Silveira dans Korn dans les années fin des années 90. Et sincèrement, voilà, c'était le batteur qu'il fallait pour Korn, parce qu'il était capable de jouer ultra dans le fond du temps, limite casse-gueule comme David Silveira, et en même temps il avait cette frappe, cette énergie. Bref, j'aurais préféré que Mike Bordin rentre dans Korn plutôt que Ray Luzier, mais ça c'est une question de goût. Bref, donc on a vu cette évolution dans les années 90 avec tous ces groupes-là qui ont fusionné plein d'influences, et l'importance de la musique électronique. Moi, je me souviens, à cette époque-là, on sortait, on a eu le grunge, on avait Rage, voilà, on avait tous ces groupes, et la musique électro, la musique urbaine prenait de plus en plus d'importance, et donc forcément, on avait des prods sur les prods électro qui étaient massives, et je pense qu'on a voulu coller à cette esthétique dans le rock, et donc d'avoir des choses qui étaient très mécaniques. Et je pense que Linkin Park a sonné un peu le glas de ce type de rock, parce qu'à partir de Linkin Park, tout était calé, tout était super fort. Donc on était vraiment dans cette esthétique électronique, musique électronique, musique urbaine, mais sur le rock. Et donc en fait, quand on analyse vraiment Linkin Park, il y a quand même musicalement, il n'y a pas grand-chose, dans le sens où la batterie est très classique, voilà, c'est pas un grand batteur, mais ça fait le job. Je pense que le truc aussi est recalé. Les guitares, en fait, c'est des nappes, hein, ça fait bram, 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 voilà, et donc ça pousse. Et les compos sont super bien, il n'y a rien à dire. Et puis il y avait Chester qui était un chanteur exceptionnel. Donc vraiment, je trouve que Linkin Park, aussi la raison de son succès, c'est qu'ils ont collé les recettes de ces musiques-là, électro et urbaine. D'ailleurs, leur musique est très influencée parce qu'il y avait beaucoup de synthé, de musique électro dedans, et forcément du hip-hop. Et en fait, ils ont simplifié le rock pour en faire quelque chose de très mécanique. Et ça, je pense qu'on a eu... Eh bien, ça a influencé énormément de groupes. Et en fait, après, on ne pouvait pas avoir un groupe sans que les trucs soient vraiment collés. Et je me souviens, je vous ai raconté l'histoire de La Bestia, dans les début des années 2000, où le producteur a voulu tout recaler
comme ça se faisait aux US. Sauf que le groupe La Bestia n'était pas ce groupe-là. Et donc on a perdu à ce moment-là le jouage des musiciens, on a perdu les shuffles, on a perdu le groove, on a perdu des trucs, voilà, que les gars avaient bossé et qui au final étaient beaucoup moins intéressants une fois que c'était recalé. Et donc ça me fait penser à Rick Beato qui il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, commençait à parler aussi de ça, du problème de tout remettre à la grille. Il avait remis à la grille un groove de John Bonham, donc le batteur des Led Zepp, qui est quand même le batteur rock par excellence. Et eh bien on s'est retrouvé avec un truc qui n'avait plus de sens, qui avait plus de groove, qui était plus intéressant. Et donc voilà. Moi, en fait, pourquoi je vous fais ce bibi blabla, c'est parce que, en fait, derrière toutes les techniques que l'on a aujourd'hui dans les dos et de recaler, de faire des trucs, je crois qu'il est très important en tant que musicien de ne pas perdre de vue ce que, un, on est capable de faire, et deux, quelle est notre musicalité. Et même si notre musicalité n'est pas ultra carrée, voilà, je vous ai donné des exemples, on peut prendre aussi à la guitare le fameux exemple de Kurt Cobain, qui est quand même pas un grand guitariste, mais son jeu est empreint, il est habité, et je pense que vous devez, en tant qu'artiste, ne pas oublier pourquoi vous faites de la musique, et ne pas oublier que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un grand musicien, techniquement parlant, que vous n'avez pas des choses à raconter. Et je crois qu'aujourd'hui, après ces 20 années passées à se taper de la musique recalée, que ce soit de la musique urbaine, que ce soit de la musique électro, que ce soit le rock, parce que le rock a succombé aussi à ça, eh bien je pense qu'aujourd'hui, le public a à cœur de réécouter des trucs qui viennent des musiciens, des trucs peut-être moins calés, mais des trucs qui vivent, des trucs où on ressent quelque chose. Et je pense, ne faites pas l'erreur, c'est pour ça que je voulais faire ce bibi-blabla, ne faites pas l'erreur de passer du temps à tout recaler chez vous. Faites ce qui doit être recalé grosso modo, mais j'irais plutôt que de passer des heures à recaler une prise qui est mal faite, passer des heures à la rejouer. Et ça, j'en parlais dans le cadre d'un webinaire que je fais tous les mois avec mes apprenants de devenir musicien entrepreneur. Et en fait, le dernier webinaire, on a vachement parlé de prod. Voilà, en fait, ça dépend des jours. On parle soit de business musical, soit d'autres choses. Et là, en fait, on a beaucoup parlé de prod. C'était très intéressant. Et d'ailleurs, tous les webinaires font partie de la formation. Donc, je les enregistre. Et en fait, les apprenants qui arrivent aujourd'hui peuvent revoir les anciens webinaires. Donc, c'est vraiment un moment d'échange qui dure environ 2 heures. Et donc, là, on parlait de ça. Et il y a un de mes apprenants qui disait que voilà, il avait passé des jours et des jours à recaler des voix, à recaler des trucs, ou des guitares, ou quoi aux caisses. Et en fait, il arrivait à la conclusion que ça aurait été mieux en fait, de faire rejouer par les musiciens, ou si c'était pas le bon jour, eh bien, de faire rejouer 2 jours après ou 3 jours après. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est ce que j'essaie aussi de vous montrer dans toutes les vidéos que j'ai faites sur l'enregistrement de mon album, où en fait, il y a des fois, je fais de la merde, mais c'est pas grave, quoi. Je le referai après, et quelque part, il y a un effet d'apprentissage à répéter. Répéter, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on le répète, on le rejoue, on le rejoue, on le rejoue, jusqu'à temps de savoir le jouer. Et donc, n'oubliez pas ça. C'est-à-dire, ne succombez pas au fait qu'aujourd'hui, avec un dos, vous êtes capable de tuner, vous êtes capable de recaler. Eh bien, en fait, si on utilise ces outils-là, c'est au détriment de la musicalité et de ce que vous avez à mettre en tant qu'artiste. Donc, préférez le fait de vous dire « Ah bah tiens, en fait, là, je vais... c'est pas bon, je le referai demain » plutôt que passer des heures. En fait, vous avez passé plus de temps à recaler qu'à le rejouer. Ça, c'est vraiment un point qui est ultra important. Et je pense que le public, et on voit... Quand on voit Lenny Kravitz qui fait un Bercy complet et qui repart en tournée, et je pense que tous ces groupes-là, tous ces artistes-là continuent de remplir, continuent de plaire, et encore plus aujourd'hui, parce que ce revival vient aussi du fait que l'on a des vrais musiciens qui ont des trucs à raconter. Ça, c'est bien. Il y a un autre point aussi qui a fait tilt dans ma tête, c'est que je regardais des vidéos sur la plateforme Mix with the Master, et en fait, j'ai regardé un mec qui s'appelle Jack Antonoff, qui est producteur et a réalisé le titre Please, Please, Please de Sabrina Carpenter. Alors bon, moi j'ai écouté, ça ne m'intéresse pas, mais malgré tout, ce qui était très intéressant dans la déconstruction de la création de ce titre, c'est qu'en fait, il est parti d'une batterie qu'il a enregistrée, très simplement,
d'une ligne de basse qu'il a enregistrée et d'une guitare acoustique qu'il a enregistrée. Et son principe, c'était très drôle de ce qu'il racontait, c'est qu'il disait que, en fait, ce qu'il voulait, c'est que ces trois musiciens-là, on a l'impression qu'ils soient un peu en fin de soirée, un peu bourrés. Voilà, donc ça jouait un peu comme ça, voilà, avec une mise en place qui est... Le mec joue carré, mais c'est pas super carré, voilà. Et en fait, quand on écoute le basse-batterie guitare, eh bien, ouais, on a l'impression d'une petite chanson folk qui est pas mal, voilà, de fin de soirée. Et en fait, dessus, il a mis une boîte à rythme Lean, et à partir de là, en fait, donc la boîte à rythme est ultra sur la grille, hein, et en fait, il a montré que le fait de mettre la boîte à rythme et ses instruments joués, qui sont un petit peu comme ça, un peu château branlant, eh bien, ça donne à ce titre, où il y a quand même la boîte à rythme qui est bien devant, eh bien, ça donne en fait un climat, une idée de quelque chose qui est calé, mais en même temps qui vit. Et c'est vrai que j'ai adoré ce travail, parce que d'une chanson qui est quand même relativement un peu chiante, hein, en tout cas moi qui me plaît pas trop, il a réussi à faire quelque chose d'assez musical et d'assez sympa, où on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors, moi j'ai écouté la version non mixée, qui est plus intéressant au final que la version mixée, parce que la version mixée, eh bien en fait, ce qui est super devant, c'est la boîte à rythme, et les autres instruments sont un peu plus derrière. Mais quand vous écoutez la version à plat, eh bien ça fonctionne bien entre la boîte à rythme, la batterie, qui est un petit peu j'tac poum, les guitares, la basse qui est très en l'air. Et j'ai trouvé que ça, c'était très intéressant dans la déconstruction un petit peu de la grille, d'avoir des trucs qui sont loqués sur la grille, voilà, notamment dans ce type de musique, c'est un peu obligatoire, et de faire jouer malgré tout des vrais musiciens qui, eux, vont bouger sur le sample. Et ça, c'est un truc qui est important, et je pense que c'est un truc qu'en fonction du style de musique que vous faites, vous pouvez, comme ça, travailler pour avoir, eh bien, quelque part, un sample, et de rejouer sur le sample, et vous allez groover sur le sample. Parce que le groove, ce qu'on appelle le groove, réellement, c'est pas d'être collé sur le clic. Le groove, c'est d'être capable de jouer un petit peu devant, un petit peu derrière, un petit peu devant, un petit peu derrière. Voilà. C'est ça le groove, c'est le fait j'allais dire, de faire l'amour au métronome. Moi, j'aime bien ça, parce que le travail que j'aime faire avec un métronome, c'est ça. C'est que je mets le truc, et puis je joue un peu devant, un peu derrière, et c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et ça, tant que vous ne faites pas ce travail-là au métronome, eh bien, quelque part, vous ne perfectionnez pas votre groove. Ça, c'est un truc qui est très important, que je montre à certains de mes apprenants, voilà, sur comment j'ai progressé grâce au métronome. Et contrairement à ce que, que certains disent qu'on ne peut pas groover sur un métronome, ceux qui ne savent pas groover sur un métronome, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé sur un métronome. Et quand on travaille sur un métronome, on groove sur un métronome. Donc ça, peut-être que je vous ferai un bibi blabla là-dessus un jour, pour vous montrer. Mais c'est vraiment le principe. Donc, en fait, apprenez à jouer là-dessus. Et après, si vous avez un petit coup devant, un petit coup derrière, on s'en fout. Réécoutez les batteries de Lenny Kravitz, vous allez voir que, ouais, ça joue, mais c'est pas foufou. Voilà, c'est pas foufou. Et donc, assumez qui vous êtes. Assumez votre musicalité, parce que dites-vous que si vous recalez tout ce que vous faites, eh bien votre personnalité va passer à l'arrière-plan, voire même on ne va plus la voir. Et ce qui intéresse les gens quand ils écoutent, c'est pas... ils vont pas dire « Ah tiens, là, je trouve que ce coup de caisse claire n'est pas vraiment en place. » Les gens s'en foutent, les gens ne le remarquent pas. Par contre, cette musicalité que vous allez mettre dans le jeu, dans le jouage, dans le shuffle, dans le groove, appelez ça comme vous voulez, mais dans votre personnalité, eh bien c'est ça qui va faire le truc. C'est pour ça qu'ACDC, c'est super dur à jouer, parce qu'ACDC, ça joue pas sur un clic, mais par contre les mecs sont loqués les uns avec les autres, la même chose pour les Red Hot. Et donc, le travail que vous devez fournir en tant qu'artiste ou en tant que groupe, c'est ça, c'est d'être bien ensemble. Alors, le travail au clic est indispensable pour arriver à ça, mais à un moment donné, si vous n'êtes pas exactement sur le clic, c'est pas grave. Le principal, c'est de mettre en avant votre musicalité et votre personnalité.
Et je pense que moi, quand j'écoute aujourd'hui certains artistes qui sortent des trucs, eh bien, je me fais chier parce que tout est propre, il n'y a pas un poil qui dépasse, l'arrêt est bien au milieu, voilà, et on s'emmerde. Parce que, et en plus, bien souvent, c'est mixé tout le temps de la même manière, avec ce même sample de snare, ce même sample de kick, ce même truc. Donc en fait, on a des copies conformes les uns des autres, il n'y a que les chansons qui changent, mais comme tout est basé sur la même chose, eh bien en fait, on s'emmerde, ça devient des groupes interchangeables, et je pense que vous, en tant qu'artiste indépendant, luttez contre cette invisibilisation, ça se dit peut-être pas, mais voilà, vous m'avez compris, lutter contre le fait en fait, lutter pour pouvoir être remarqué. Et bien quand je vous dis que votre musique, elle doit être remarquable, le fait d'assumer qui vous êtes en tant que musicien, le fait d'assumer que vous jouez comme ça, que vous avez tel groove avec tel autre musicien, c'est ce qui fait la particularité d'un groupe. Quand un groupe sonne bien, c'est parce que les musiciens entre eux, c'est naturel, quoi. Ils sont loqués, et peu importe s'ils jouent un peu comme ça match, ça fonctionne. Et c'est bien pour ça, parfois, vous changez un musicien, et bien c'est plus le même groupe. Donc, ayez confiance en vous, travaillez pour obtenir ça. Voilà, on n'a rien sans rien. C'est vrai que de recaler une batterie, ça se fait maintenant super facilement. Maintenant, vous pourriez lui dire, ah vous avez vu, je joue super en place, sauf que c'est pas vous qui jouez et qu'au final, il n'y a pas vraiment de groove, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc vous allez passer inaperçu, et c'est qu'on va même pas se dire, tiens, il joue bien, on va se dire, ouais. C'est-à-dire que vous n'allez laisser aucune trace, aucune marque de votre musicalité dans la tête des gens. Et ça, c'est normal. Si vous n'assumez pas qui vous êtes en tant que musicien, eh bien, il n'y aura pas de trace. Donc, vous pourrez tout quantifier. Vous pourrez, vous, être fier de dire « Ah, vous avez vu, je joue en place. » Bien que ce ne soit pas vous qui jouez en place. Et il ne se passera rien. Parce que le consommateur, l'auditeur, il a envie à un moment donné d'être surpris. Et je trouve ce qu'a fait Jack Antonoff sur un titre de Sabrina Carpenter, un truc qui est ultra grand public, il a été malin. La preuve, je crois qu'il y a eu 12-20 millions de vues en l'espace de 8 mois. Donc, voilà, c'est quand même un truc qui est sur YouTube. Donc, c'est quand même un truc qui a bien marché. Et là où il a été malin, c'est qu'il a su remettre cette fibre musicale à l'ancienne dans une musique assez moderne. Et je pense que on va retourner vers ça. Donc, ce que je voulais vous dire, artiste, c'est que travaillez votre instrument, assumez votre personnalité. Si vous n'êtes pas en place, bah vous n'êtes pas en place et voilà, vous devez l'assumer. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas prêt pour enregistrer, vous n'êtes pas prêt pour ça. Voilà, et surtout, hein, vous pouvez recaler un coup ou deux, mais voilà, ne faites pas ça. Nous, quand on enregistre par exemple les batteries avec eux, que ce soit pour moi ou pour des clients, et en fait, ils jouent le titre du début à la fin. Voilà, on fait 3-4 passes, on choisit la meilleure. Des fois, après, je vais couper, bah tiens, sur la passe 2, le couplet numéro 1 est mieux que sur les autres. Et puis, en fait, on va faire ça. Après, on va faire quelques re sur des fiches, sur des trucs qu'on a retrouvés au fur et à mesure en disant « Ah tiens, ça serait bien qu'on fasse ça à tel endroit. » Voilà. Mais sinon, et je le montre dans la formation sur les batteries, donc c'est des batteries que je montre que voilà, au final, il y a une prise, qui fonctionne et que j'ai gardé. Et après, j'ai collé des petits bouts de trucs qui étaient mieux sur d'autres. Mais 80% de ce que l'on entend, c'est que je qu'à jouer. Et surtout, après, je fais aucune quantification. Je fais aucun recalage, sauf si, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, il y a un coup de caisse claire qui arrive un peu en retard et que toute la partie est bien, il y a juste ce coup de caisse claire. Eh bien, soit je vais monter un autre coup de caisse claire, soit je vais le prendre et je vais le recaler, et puis on n'en parle plus. Donc, voilà, je ne remets pas tout à la grille. Quand on regarde bien, eh bien, il y a peut-être des coups qui sont un petit peu devant, un petit peu derrière, mais ça, c'est ce qu'on appelle le swing, c'est ce qu'on appelle le groove, que j'ai un musicien qui groove, qui swing. Il est hors de question de tout quantifier parce qu'on va perdre toutes ces ghost notes, tout le travail qu'il a fourni depuis 30 ans à être un bon batteur. Eh bien, il est hors de question de quantifier sa batterie. Voilà, donc
Vous devez en fait avoir cette même exigence et de vous dire que les All-Star Bands sont pas au final très intéressants. Les All-Star Bands, c'est ces groupes-là où on met les meilleurs musiciens et puis on pense que ça va cartonner parce qu'il n'y a que des bons musiciens. Eh bien non, ça fait chier tout le monde. Parce que bien souvent les compos sont moyens, parce qu'il y a des problèmes d'ego, parce que ils sont là pour la mauvaise raison, et puis parce que, je dirais, dans une équipe, on n'a pas besoin que de Zinedine Zidane. Voilà, on a besoin aussi de membres un petit peu moins bons, mais qui vont apporter autre chose. Voilà, et c'est cet échange musical qui fait qu'on a un groupe qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Donc pour conclure, moi c'est ce que j'ai fait dans mon album Traveling, que vous pouvez acheter uniquement sur mon site jaf.fr, voilà, où tout a été joué quasiment live. J'ai recalé 2-3 trucs, mais en fait, toutes même mes parties guitare, bah, vous avez pu le voir dans les vidéos, bah, quand j'y arrivais pas, c'était pas le bon, j'avais pas le bon feeling, pas le bon groove, donc hop, et je me faisais pas chier à recaler, idem pour les voix. Je faisais 3-4 prises. S'il n'y avait aucune des 4 prises qui était bonne, c'est que c'était pas le bon jour, et je recommençais un autre jour. C'est l'avantage du home studio, vous pouvez faire et refaire, mais ne vous usez pas, ayez confiance en vous, à aller chercher la musicalité. Ne soyez pas omnubilé par la mise en place, par la grille, par le machin, par le truc. Si vous faites de la pop, du rock, du métal, voilà, assumez votre niveau. Si vous n'avez pas encore le niveau, eh bien, c'est pas grave, rien ne vous empêche de sortir un album. Allez, quand vous écoutez aussi Metallica, la batterie, eh ben, y a des moments où c'est rendez-vous au tas de sable. Donc, ça ne leur a pas empêché de faire une grande carrière, mais parce que c'était des fortes personnalités et que la personnalité est plus importante dans la musique que le fait de jouer ultra en place. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très clair. J'ai balancé pas mal d'infos, mais voilà, c'était un truc que je voulais vous dire. En tout cas, sachez que moi, dans les prestats que je fais ici au studio, je recale pas tout, voilà, parce que ça ne m'intéresse pas. Je préfère garder des défauts, mais avoir quelque chose qui vit naturellement entre les musiciens. Donc, je vais essayer de chercher les bonnes prises et mettre en situation les musiciens pour qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Je vais recaler 2-3 petits trucs, mais j'essaye à chaque fois d'avoir ça, de faire des albums où tout le monde joue un peu n'importe comment, et après c'est Cubase qui recale, bah ça m'intéresse pas trop. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt là-dedans. Je pense que c'est aussi ce qui fait le défaut à la musique urbaine française par rapport à la musique urbaine US ou anglaise, c'est que outre-Atlantique, il y a des vrais musiciens derrière, il y a des vrais bassistes, il y a souvent des vrais batteurs. Voilà, ils mélangent les samples et du vrai jouage, ce qui fait qu'il y a vraiment un truc qui est très intéressant. Nous en France, c'est bien souvent fait par des beatmakers, c'est des samples, bien souvent les samples en plus sont pourris, les résolutions sont pas bonnes, ce qui donne en fait qu'il y a un son de merde. Donc je pense qu'on va en sortir de ça. Alors il y aura toujours un public, hein, comme pour le McDo, hein, il y aura toujours un public, mais je pense que quand je vois qu'un mec comme Lenny Kravitz, qui est un peu dans le creux de la vague, qui vient de re-remplir un Bercy et qui... ou Toto aussi qui est revenu, qui a bien rempli, je crois, les Zéniths ou ce genre de choses, eh bien je me dis, voilà, je pense qu'il y a un public, contrairement à ce qu'on nous raconte, il y a un public qui est là pour ça, il n'y a pas que de la musique urbaine, il y a un public qui est là pour voir des vrais musiciens, pour voir du vrai rock, et c'est tant mieux. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que les petites salles jouent plus le jeu pour les petits groupes, voilà, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Un petit groupe qui tourne pas, qui peut pas tourner, qui peut pas faire de concert, eh bien ça finit par être un petit groupe qui arrête. Voilà, je pense là tout de suite à un groupe qui s'appelle Malmort, un groupe français qui est de la région, qui est un super groupe de rock, métal, qui proposait vraiment quelque chose d'original dans l'esprit et qui, malgré le fait d'avoir fait un main stage au Hellfest, n'a pas réussi à tourner comme il voulait. Et c'est dommage parce que les albums étaient encensés par la presse, il y avait des très bons trucs, et je pense que ce groupe-là avait sa place dans le paysage français pour pouvoir tourner. Ça sera peut-être l'objet d'un autre bibi blabla sur le fait que voilà, la place est un peu prise par des gros groupes français, il n'y a pas trop de place pour les autres, et que ça devient de plus en plus dur pour les nouveaux groupes de passer outre. Et voilà, ça me donne une idée, je ferai un bibi blabla là-dessus. Et en tout cas, voilà, là pour ce qui est partie
discographique, assumez qui vous êtes, jouez, groovez, travaillez avec un métronome, faites le mieux de ce que vous pouvez. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Traveling. J'ai fait du mieux que je pouvais en tant que musicien, en tant qu'artiste. Et puis voilà, après, on n'aime pas. Mais en tout cas, il n'y a rien de fake là-dedans. Tout est fait maison, un peu comme dans les bonnes charcuteries. Et voilà, et j'ai laissé des trucs où... Voilà, c'était un peu comme ça. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que je le sentais. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis, voilà, quoi, j'allais pas tout recaler. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ce Bibi Blabla vous a plu. Vous avez dans le descriptif, eh bien, le lien pour aller sur jaf.fr, acheter et soutenir donc la chaîne, acheter Traveling. Et vous avez aussi mes anciens albums qui sont à 1 € symbolique. Vous pouvez mettre plus. Mais le prix pour avoir l'album minimum, c'est 1 €. Donc, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Vous avez aussi... les liens sur mon site de formation, jaf-formation.fr, où vous avez des formations sur Cubase, les EQ, Reverb Delay, le mixage, le gain staging, et la formation Devenez musicien entrepreneur, donc une formation sur le music business. Et puis vous avez aussi des e-books gratuits et des formations gratuites. Voilà, je vous laisse y aller. Je vous rappelle que plus de 65% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes arrivé au bout de ce Bibi Blabla qui, comme d'habitude, est assez long, hein, parce que je suis bavard, eh bien, c'est le moment de cliquer, là, voilà, vous avez tenu jusqu'ici, voilà, dans un dernier effort, bam, vous cliquez sur abonner, comme ça fait monter les stats de ma chaîne, et bah, j'en ai besoin, voilà. Et puis, j'attends vos commentaires là-dessus, et comme d'habitude, bah, c'est un petit peu le truc, j'ai préparé quelques notes, mais c'était un petit peu au débeauté, donc il y a peut-être 2-3 imperfections. S'il y a 2-3 trucs, eh bien n'hésitez pas à discuter. C'est l'objectif aussi de mes Bibi Blabla, c'est d'échanger. Et je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Ciao.